Bonjour, monsieur Julien Lamouly. Vous êtes responsable secteur charpente, ossature, bardage et ingénieur construction enveloppe du bâtiment au FCBA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est le FCBA et quel est votre rôle au sein de l'Institut? Alors, le FCBA, donc Institut technologique FCBA, est le centre technique de la filière bois au sens large, donc de l'amont forestier jusqu'à la seconde transformation, la construction et l'ameublement. Donc, on a des spécialistes dans tous les domaines, en passant par la forêt, donc la sylviculture, la première transformation, l'emballage, la construction, l'ameublement et des pôles spécialisés transversaux en chimie notamment, ou le pôle Intec Fibre à Grenoble, spécialisé dans tout ce qui est fonctionnalisation des fibres diverses et variées issues du bois et de la cellulose. Et vous, plus particulièrement, quel est votre rôle au sein de cet institut? Alors, mon rôle, donc moi, je suis rattaché au pôle construction de FCBA. Et dans ce pôle construction, il y a plusieurs équipes, dont la mienne, l'équipe ingénierie, où je suis, donc, comme vous l'avez précisé en introduction, responsable du secteur charpente, ossature et bardage. Également ingénieur construction spécialisé dans l'ossature bois et l'enveloppe des bâtiments en bois. Alors justement, quand un particulier achète une maison en bois, il s'imagine rarement toutes les normes qui régissent la construction, tous les tests qui sont faits aussi en amont et qui ont validé finalement la manière de construire aujourd'hui leur maison. Par exemple, les professionnels caractérisent l'ossature bois comme une technique courante traditionnelle. Est-ce que ça, vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Alors, les techniques courantes en construction, donc c'est valable pour la construction bois, mais pas que, tous les systèmes constructifs multimatériaux divers et variés, lorsqu'ils sont considérés comme des techniques courantes, signifient que les assureurs peuvent assurer les entreprises sereinement, on va dire, à savoir que les systèmes constructifs sont visés par les règles de l'art et plus particulièrement les DTU, documents techniques unifiés qui régissent les bonnes pratiques de la construction. Et surtout, c'est le côté traditionnel, ces techniques couvertes par les DTU font l'objet d'un retour d'expérience reconnu et réussi. À savoir, voilà, les DTU ne sont pas support d'innovation, mais pour pouvoir inscrire dans un DTU des techniques de construction, l'expérience reconnue et réussie qu'on atteint, c'est une dizaine d'années, ce qui est le cas pour l'ossature bois. Et est-ce que finalement, une maison en ossature bois va avoir plus de normes qu'une maison enfin, conventionnelle, on va dire, en briques ou en parpaing? Non, pas du tout. Les normes de construction sont différentes, mais les spécificités techniques des systèmes constructifs bois, mais le niveau d'exigence, dans tous les cas, est exactement le même pour une maison en briques, en parpaing ou en ossature bois. Cette maison, quel que soit son système constructif, doit résister au vent, au séisme, avoir des performances thermiques, acoustiques suffisantes, répondre favorablement aux exigences de la sécurité incendie. Donc, qu'on soit en bois ou en un autre matériau, on a rigoureusement le même niveau d'exigence et donc on construit nos bâtiments en ossature bois suivant les exigences qui sont les mêmes. D'accord. Et par opposition, dans l'ossature bois, on dit aussi qu'il y a des techniques non courantes qui sont mises en œuvre, vraiment là dans un but d'innovation. Est-ce que c'est le cas sur des maisons individuelles? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de techniques non courantes? Alors, c'est possible. Alors, quand on parle ossature bois au sens strict, donc c'est pas du tout de la technique non courante. Donc, c'est un système constructif qui a fait ses preuves. On a un retour d'expérience de plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais il peut arriver effectivement que certains constructeurs proposent des choses qui sont plus tout à fait de l'ossature bois, parce qu'en dehors des règles de l'art établies dont on a parlé, mais ça peut être par exemple aujourd'hui un système constructif non traditionnel qui se pratique de plus en plus en construction bois, c'est les panneaux massifs contre-collés, dits CLT, qui à ce jour
sont non traditionnelles et techniques non courantes, mais qui sont évaluées par ailleurs et qui font l'objet d'avis techniques, de documents techniques d'application qui permettent leur assurabilité. Donc, quand on construit en technique courante, CLT, mais ça peut aussi être autre chose, il y a un besoin d'évaluation pour que, à la fois pour le constructeur et le maître d'ouvrage, on puisse avoir toutes les garanties techniques suffisantes qui montrent que les normes et réglementations peuvent être respectées par le système constructif. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose pour le particulier. C'est plus du côté des assurances et pour les professionnels. Donc, évidemment, c'est avant tout pour le professionnel, mais aussi pour le maître d'ouvrage particulier. Il doit s'assurer que son constructeur puisse lui livrer des bâtiments qui, comme je vous le disais, vont tenir au vent, respecter les réglementations incendie, acoustique, thermique, etc. Donc ça, c'est l'objet des évaluations qui sont menées dans le cas de techniques non courantes. D'accord. Le FCBA effectue de nombreux essais au feu, sismique, mécanique, pour les industriels du bois, justement, et les professionnels de la construction. Quels sont les essais les plus fréquents que vous réalisez sur les ossatures bois? Alors, sur les ossatures bois traditionnelles, au sens du DTU, donc si le constructeur bois propose un système constructif qui respecte l'ensemble des prescriptions du DTU, il n'y a pas besoin de faire d'essai. Parce que tous ces essais-là, pour valider et évaluer les performances du système. En revanche, effectivement, quand le système proposé par un constructeur n'est pas traditionnel, ce sont souvent des essais qui permettent de s'assurer que les performances sont au rendez-vous. Donc là, au niveau essai, il peut y avoir voilà, des essais mécaniques. Typiquement, là où il peut y avoir des écarts par rapport aux exigences, c'est la résistance au contreventement des structures. Donc, c'est ces essais-là qu'on fait en premier pour vérifier qu'un système constructif non traditionnel n'est pas trop faible d'un point de vue mécanique. Et ensuite, il y a tout un ensemble d'essais à faire. Plus on s'éloigne de la traditionnalité, plus le système que propose le constructeur s'éloigne des prescriptions du DTU, plus la panoplie d'essais et d'évaluations à réaliser sera importante. Et donc, effectivement, on peut aller du simple essai mécanique à des essais beaucoup plus complexes sur du séisme, effectivement, de la résistance au feu, de la résistance à la pluie battante. Une des particularités du bois en tant que matériau de construction, c'est les aspects durabilité. Donc, ces aspects durabilité peuvent être pris en compte et vérifier que les façades, les constructions proposées ne seront pas soumises outre mesure aux intempéries et que si on construit avec des techniques s'écartant des règles de l'art, il va falloir valider effectivement tout ça par essai. Et est-ce que vous avez constaté une recrudescence d'innovation dans le secteur de l'ossature bois, justement, avec la multiplication peut-être des essais par rapport à il y a peut-être une dizaine d'années? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, il y a eu effectivement, si on remonte à une dizaine d'années, pour des projets toujours plus grands, toujours plus hauts, avec des niveaux de performance nouveaux pour l'époque, il y a une dizaine d'années, besoin de faire pas mal d'essais. Notamment, je citais tout à l'heure la résistance à la pluie battante. Il y avait assez peu de certitudes sur le sujet, mais donc les essais dont il y avait besoin ont été réalisés de manière collective par la filière il y a, voilà, si on remonte à 5-10 ans, tous ces essais-là ont été réalisés. Aujourd'hui, on a un niveau d'information et un niveau de maturité technique dans la filière qui permet le plus souvent de se dispenser d'essais pour des projets courants, type maison individuelle. D'accord. Et j'ai cru comprendre que ces tests permettaient aussi de mettre à jour la réglementation. Je crois que le FCBA a participé d'ailleurs à la révision du DTU 31.2 qui régit les normes constructives des ossatures bois. Auparavant, notamment, elle ne prenait en compte que la géométrie d'ouvrage rectangulaire.
pour le calcul du contreventement des ouvrages. Est-ce que ça, c'est Alors, parce qu'en une dizaine d'années, l'architecture des maisons ossature bois s'est complexifiée, donc on a dû élargir la réglementation? Alors, oui, le domaine d'application du DTU 31.2 a été élargi. Alors, la publication du DTU 31.2 révisé date de 2019. Et donc, on a, pour pouvoir rédiger le DTU et confirmer que ce qu'on mettait dedans, c'était ni des bêtises, ni générateur de sinistres, on a fait effectivement énormément d'essais. Et par rapport à la stabilité des bâtiments, on a dans le DTU intégré une règle de moyens qui permet aux petits constructeurs de s'affranchir de faire une note de calcul compliquée. Et effectivement, donc, si le constructeur bois respecte un ensemble de dispositions constructives regroupées dans cette règle de moyens, les bâtiments sont par défaut justifiés au vent. Et dans la version 2019 du DTU, effectivement, l'étendue de cette règle de moyens ça a été élargi à des bâtiments un peu plus complexes en plan, donc effectivement les bâtiments en T, en L, avec 2, 3 niveaux habitables, avec différentes formes de toits. Tout ça est maintenant couvert par la règle de moyens du DTU 31.2. Sachant que lorsqu'on s'écarte de cette règle de moyens, il est toujours possible via une note de calcul réalisée conformément aux exigences de l'Eurocode 5, on peut toujours justifier, en dehors du DTU, la stabilité de ces bâtiments. D'accord, donc une architecture finalement plus complexe va aussi pouvoir trouver des Tout normes. à fait. Et que ce soit une architecture basique, une architecture complexe pour des petits bâtiments de forme rectangulaire ou des plus grands bâtiments avec des vitres sur séjour, des décrochés de façade, etc. Donc, tout ça est bien sûr couvert par le DTU et l'Eurocode dans le cas de projets très complexes. D'accord. Et aujourd'hui, finalement, un particulier qui bénéficie d'une maison ossature bois construite selon la norme DTU 31.2 qui est révisée, est-ce que cela signifie qu'elle est plus fiable, plus efficace thermiquement, plus durable et finalement mieux construite qu'auparavant? Oui, dans tous les cas, il y a plus de certitude sur énormément de domaines. C'est vrai que la version d'avant, 2019, pouvait laisser libre cours à l'interprétation de l'entreprise sur certains points, certaines techniques. Un exemple assez marquant, c'était la façon dont on pouvait dont on peut intégrer les fenêtres dans les parois ossature bois. C'est un point singulier qui est assez complexe à réaliser. Ça réclame l'intervention de plusieurs corps d'État et c'est souvent un endroit sensible des parois ossature bois. Donc le DTU 31.2 révisé, accompagné d'un guide d'application qui est disponible, téléchargeable gratuitement sur le site du Codifab pour tout le monde, permet de fiabiliser ce point singulier-là, qui est l'intégration des menuiseries, mais aussi tout un tas d'autres points singuliers, parce que l'ossature bois, la performance et la durée de vie d'une construction ossature bois se jouent souvent sur la bonne réalisation, à la fois en termes de conception et de mise en œuvre, d'un ensemble de points singuliers. Et aujourd'hui, voilà, la filière dispose de tous les documents de justification nécessaires. Rapidement, quels sont les autres points singuliers importants qui ont fait l'objet de cette révision? Donc au-delà donc des fenêtres, il y a toutes les jonctions en fait entre parois. Le DTU 31.2 aussi prend en compte, ça c'est une nouveauté, la préfabrication. Donc une des caractéristiques de l'ossature bois d'un point de vue chantier, c'est que le constructeur bois peut réaliser en atelier les parois. Donc les parois sont livrées au format façade, donc des grandes façades de 8, 10, 12 mètres sont livrés, finis ou quasi finis sur les chantiers. Et c'est vrai que dans le DTU ancienne version, il n'y avait pas forcément d'éléments d'information sur ces éléments préfabriqués et la façon de les mettre en œuvre sur le chantier. C'est maintenant chose faite. Donc, je pense aux liaisons entre parois préfabriquées, que ce soit en angle ou en plan, ou les jonctions avec les planchers, etc. Donc,
les traversées de parois également, toutes les prescriptions relatives à ces points singuliers ont été fiabilisées. La nouvelle version du document a également officialisé des pratiques qui étaient traditionnelles de la filière. Quelles étaient-elles? Alors, donc, au niveau nouveautés qui ont permis de traditionnaliser certaines pratiques, on a bon, déjà le domaine d'application qui a été porté jusqu'à 28 mètres de hauteur pour le plancher bas du dernier niveau de la construction. On a possibilité d'utiliser les panneaux de contreventement côté intérieur de la paroi, donc en tant que barrière à la diffusion de vapeur d'eau. Donc le panneau de contreventement peut, si le constructeur le souhaite, jouer double rôle, en fait, à la fois son rôle mécanique de stabilisation de l'ouvrage, mais aussi un rôle de barrière à la diffusion de vapeur d'eau. C'est vrai que ça, c'était pratiqué ailleurs en Europe depuis longtemps et en France également, donc on a pu l'intégrer au DTU 31.2 lors de sa révision. D'accord. J'aimerais revenir sur l'une des nouveautés du DTU, qui est la prise en compte justement de la grande hauteur, des immeubles de Oui, 28 mètres de haut qui vont pouvoir voir le jour plus facilement avec des normes constructives oui. visées. Pourquoi cette hauteur choisie de 28 mètres? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Qu'est-ce qui a joué en fait dans le... Alors, le 28 mètres qu'on retrouve dans le DTU 31.2, mais aussi dans de nombreux textes, dans de nombreuses règles de l'art, est calé en fait sur la réglementation de sécurité incendie. Le 28 mètres, d'un point de vue sécurité incendie, marque la limite entre la troisième et la quatrième famille. C'est une classification pour les bâtiments d'habitation de la réglementation incendie. Et ce 28 mètres, en fait, c'est tout simplement la hauteur de la grande échelle des pompiers. Et donc, en dessous de ces 28 mètres, donc on est en troisième famille. Et on a un peu moins d'exigences que lorsqu'on bascule de l'autre côté, au-delà de 28 mètres en quatrième famille. Les niveaux d'exigence sont bien plus importants et ça correspond peu ou prou à, comme je vous le disais, le retour d'expérience reconnu réussi de la filière. En dessous de 28 mètres, de nos jours, il y a énormément de bâtiments en bois qui sortent chaque année. Au-delà de 28, c'est tout à fait faisable techniquement, mais on sort du cadre de la traditionnalité. D'accord. Par rapport aux maisons individuelles qui sont construites en bois, souvent se pose la question de la durabilité. En tant qu'ingénieur, vous vous êtes amené à étudier différents produits, différentes méthodes constructives d'ossature bois. Est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue et comment vieillit la structure d'une maison bois en ossature et quels sont les problèmes structurels les plus fréquemment rencontrés? Alors, on reboucle sur ce que je disais précédemment avec la façon dont gérer les différents points singuliers. Si le bâtiment, en partie courante et au niveau des points singuliers, est conçu et mis en œuvre correctement, il n'y a aucun problème de durabilité. Si un bâtiment est conçu correctement, donc il est dimensionné d'un point de vue mécanique pour ne pas se déformer, ne pas générer de sinistres au niveau structurel. Et par ailleurs, donc, si les plans d'étanchéité à l'eau, à l'air et à la vapeur d'eau sont conçus de manière à ne pas générer de condensation ou de fuite d'eau, que ce soit à T0 ou pendant la vie en œuvre de l'ouvrage, avec aussi un besoin de choisir très correctement les matériaux. On ne fait pas de la construction bois avec n'importe quoi comme matériaux accessoires, disons, notamment au niveau de ces plans d'étanchéité. Il y a, voilà, les bâtiments en bois peuvent sans aucun problème avoir une durée de vie de 50 ans et plus. Et est-ce que c'est un point d'étude actuel que d'augmenter la durabilité de ces ossatures? Aller encore plus loin dans la conception, les assemblages? Oui, bah, c'est ce qui a fait, en fait, au vu des particularités des matériaux en bois ou à base de bois, c'est vraiment le point qu'on regarde en premier quand on conçoit un ouvrage. Donc,
l'ensemble de la conception va être réalisé en prenant en compte cette durabilité. Et je vous dis, pour des éléments structuraux, l'objectif, c'est une durée de vie minimale de 50 ans, voire 100 ans dans certains cas. D'accord. Donc, les études, tout ce qui est fait en termes d'études a pour objectif, si on veut pouvoir intégrer ça dans les règles de l'art ensuite, tout est fait pour que la durée de vie soit supérieure à 50 ans pour ce qui est des éléments de structure. Après, évidemment, si on est sur des éléments de seconde œuvre, type menuiserie extérieure, bardage, on n'a pas forcément ces exigences-là. Mais tous les ouvrages sont dimensionnés en fonction de la durée de vie attendue par le maître d'ouvrage. D'accord. Et on sait justement que la profession, la filière bois, veut intégrer d'autres types de bois de structure pour les Oui. structures, notamment dans un but de sécuriser les approvisionnements, de mieux exploiter la ressource forestière française. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le FCBA intègre de plus en plus dans ses essais? Oui, on essaye de prendre en compte les spécificités de la forêt française. Effectivement, contrairement à la forêt qu'on peut trouver en Scandinavie ou en Allemagne, où la majorité des essences sont résineuses, en France, on a une très forte proportion de bois feuillus. Voilà, vous le rappelez, hêtre, châtaignier, robinier, chêne, qui ont des propriétés particulières. Alors, on ne peut pas forcément les substituer sans rien bouger en termes de conception aux résineux. Les résineux présentent l'avantage d'être relativement légers et faciles à usiner, à mettre en œuvre, etc. Donc l'intégration des feuillus en construction, donc soit on les utilise pour leurs propriétés particulières de résistance mécanique. C'est des bois qui sont mécaniquement très rigides, beaucoup plus denses. Donc, on peut les utiliser sur des pièces de structure pour lesquelles on a besoin d'une forte résistance, ce qui n'est pas forcément le cas en ossature bois, par exemple, mais plus en charpente. Et après, d'autres résineux, d'autres feuillus, pardon, tels que le châtaignier, le robinier, le chêne, ont aussi, au-delà de leurs propriétés mécaniques, des propriétés intéressantes en termes de durabilité naturelle. Et donc, c'est cette durabilité naturelle qu'on va essayer aussi de valoriser quand on conçoit des ouvrages exposés aux intempéries, par exemple. Plus la sollicitation en termes d'humidité est forte, plus on va essayer d'orienter la conception des ouvrages vers des essences feuillues dont la durabilité naturelle est compatible avec cette humidité. Et est-ce que demain, on peut imaginer une maison justement tout en feuillu ou est-ce qu'il y aura toujours une part de résineux? Est-ce que c'est le bon matériau au bon endroit ou est-ce que... Oui, on va plutôt essayer de mixer les matériaux, utiliser le matériau dont les propriétés seront optimisées en fonction de là où il est mis en œuvre dans l'ouvrage. Et puis, ça dépend aussi vraiment du type de bâtiment. Une toute petite maison individuelle avec une forme architecturale pas trop compliquée, il n'y aura pas forcément besoin d'utiliser du feuillu qui mécaniquement sera peut-être trop performant. Il y a une notion de coût également. C'est vrai que à ce stade, à ce jour, malgré l'augmentation du prix des bois résineux, le mètre cube de bois feuillu type chêne reste toujours plus cher, j'allais dire beaucoup plus cher, mais oui, beaucoup plus cher qu'un mètre cube de résineux pour le même usage, donc utilisé quand on ne peut pas faire autrement d'un point de vue de performance. D'accord. Et si un jour on est obligé de construire uniquement local, uniquement avec des feuillus, j'imagine qu'il va falloir revoir aussi tous les assemblages constructifs des maisons. Oui, alors après, voilà, l'ossature bois, en fait, une construction ossature bois, le principe de base, on aurait peut-être dû commencer par là, c'est répéter un même élément structurant avec une faible distance entre les montants, en fait.
tous les 60 cm, on positionne un montant de faible section. Donc ça, c'est comment on répartit les charges au travers de la multiplication de ces montants. Il n'y a pas besoin de bois de grosses sections et de fortes résistances mécaniques. Si par contre, on construit selon un système poteau-poutre, donc là, on n'est plus couvert par le DTU 31.2, mais plutôt par le DTU 31.1 charpente. On conçoit donc des portiques avec des pièces de bois de plus forte section qui, eux, peuvent tout à fait être réalisés en feuillu du fait que mécaniquement, on va concentrer les efforts et donc on aura besoin d'une performance mécanique supérieure. Et est-ce que la réglementation environnementale 2020, donc la nouvelle norme de construction, apporte de nouveaux défis pour l'ossature bois et sur quel point en particulier? Alors, je ne dirais pas nouveau défi. D'un point de vue technique, dans tous les cas, la filière construction bois est prête à répondre aux enjeux de la RE 2020 depuis plusieurs années. Le bois étant un matériau plutôt bien évalué au sens de la RE 2020, on n'a pas de modifications fondamentales à apporter à nos systèmes constructifs pour pouvoir respecter les exigences présentes et à venir de la RE 2020. Le petit défi qu'on pourrait relever cependant, c'est pour les entreprises de la filière bois, sur les aspects carbone de la RE 2020, c'est démontrer que ce qui est produit par les entreprises de la filière pourra être valorisé correctement dans la RE. À savoir que pour les exigences carbone de la RE 2020, le fabricant doit déclarer la performance carbone de son matériau. On sait que les matériaux en bois et à base de bois, d'autant si il s'agit de ressources locales, sont plutôt favorablement évalués. Leur analyse de cycle de vie est tout à fait performante. Voilà, le défi pour les fabricants, c'est d'avoir, j'allais dire presque d'un point de vue administratif, la preuve qui va bien pour démontrer que le système qu'ils proposent pour leurs clients est compatible avec la RE 2020. La filière a mis des outils en place, des configurateurs qui permettent de personnaliser les déclarations environnementales. Donc, tout ça dans un objectif d'accompagner les entreprises à mieux évaluer leurs produits, leurs systèmes constructifs selon les exigences RE 2020. Et si on devait décrire cette maison RE 2020 à un particulier qui voudrait se lancer et faire son projet en bois, qu'est-ce que ça change au niveau de l'enveloppe, au niveau constructif? Alors, je pense que si la personne regarde une maison conforme à la RT 2012, côté enveloppe, elle n'aura pas de grosses surprises et de grosses différences pour une maison RE 2020. Le niveau de performance des constructions, même standard à ossature bois, du fait de la performance et le fait de pouvoir embarquer entre les montants d'ossature bois une forte épaisseur d'isolant, pouvoir, au travers des assemblages des parois bois, limiter très fortement les ponts thermiques. Il y a pas une grosse évolution sur l'enveloppe pour RE 2020. La principale évolution entre RT 2012 et RE 2020, là où il va falloir que les concepteurs d'ouvrages fassent un petit peu attention, va surtout porter sur les systèmes qui seront mis en œuvre dans le logement. Système de chauffage, de ventilation, de refroidissement éventuellement. Mais côté enveloppe bois, nos constructions sont déjà très performantes. Et c'est quoi les systèmes plus performants en RE 2020 pour ces maisons bois? Alors après, là, ça sort un peu de mon domaine de compétences, mais voilà, c'est vraiment pas lié en plus à la construction bois, c'est utiliser des systèmes de chauffage avec de meilleurs rendements, essayer de concevoir des bâtiments pour lesquels il y a peu ou pas de besoin de froid. Donc là, c'est voilà, des systèmes de ventilation efficaces, eux aussi étanches à l'air, avoir des systèmes où il y a des essais d'étanchéité à l'air, etc. Mais oui, là, c'est donc plus sur la machinerie, on va dire,
à installer à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment qui conduira à respecter les exigences R2020 en termes de consommation d'énergie. Très bien. Mais écoutez, merci Monsieur Julien Lamouly. Je rappelle que vous êtes responsable secteur charpente, ossature, bardage et ingénieur construction enveloppe du bâtiment au FCBA. Merci pour votre participation. Merci à vous.